À la une de l'actualité, le chef de file de l'opposition politique craint fort que la famine ne s'installe au Burkina Faso. Le CEFOP se fonde sur la crise humanitaire née des attaques terroristes et que le gouvernement a du mal à juguler. D'après lui, il a tiré la sonnette d'alarme ce matin lors de son point de presse hebdomadaire. Le G5 Sahel explore de nouvelles pistes de financement. Les ministres des Affaires étrangères de la force conjointe sont en concertation avec l'Union européenne à Ouagadougou. Bonsoir à toutes et à tous. Divers sujets au menu de la conférence de presse hebdomadaire du CEFOP ce mardi matin. Le chef de file de l'opposition politique a réagi à l'affaire de prélèvement de manganèse à Tambao, à la révision du code pénal avec l'auto-saisine du Conseil constitutionnel et à la crise humanitaire née des attaques terroristes au Burkina Faso. Sur ce dernier sujet, le CEFOP invite les autorités à prendre des mesures idoines afin d'éviter au pays la famine. Arsène Konditamde. La crise humanitaire née de l'insécurité préoccupe le chef de file de l'opposition politique burkinabé. Chaque jour qui passe, des villages se vident peu à peu de leur population qui fuient vers les zones dites sûres. Selon le CEFOP, ces milliers de populations seraient abandonnées à leur sort par l'État. Dans leur course pour la survie, ces populations abandonnent tout, champs et autres moyens de subsistance. À ce rythme, le chef de file de l'opposition craint un risque de famine au Burkina Faso. Nous ne sommes pas assez préparés pour faire face à un afflux massif de nos populations. Et ça pose donc des problèmes réels de survie au quotidien, des problèmes de nourriture, d'hébergement, de soins, des problèmes même de dignité, en un mot. Et vous savez que nous sommes en saison hivernale, donc moment propice pour nos populations pour cultiver. Et si ces populations n'arrivent pas à le faire, vraisemblablement nous irons vers, en tout cas, il est possible que nous allions vers une certaine famine. Pour faire face à l'insécurité croissante et éviter les déplacements massifs de population, le CEFOP suggère au gouvernement de mettre en place une opération Boribana qui signifie la fuite est terminée en langue nationale Djoula. Pour nous, c'est simplement, comme nous l'avons dit, une façon d'interpeller le gouvernement pour que le gouvernement puisse prendre des mesures pour sécuriser les zones attaquées, pour permettre aux populations de rester sur les zones attaquées, bien sûr en impliquant ces populations-là dans la lutte. Voilà. Et ensuite, nous avons proposé des plans de riposte. Le troisième point à l'ordre du jour de la conférence de presse hebdomadaire du CEFOP, l'affaire du prélèvement puis de la vente du manganèse du site de Tambao. Une opération qui, selon le ministère en charge des mines, devrait permettre de désintéresser les ex-travailleurs et les créanciers de Pan-African Tambao. Pour le CEFOP, le gouvernement ne joue pas franc jeu. Dans la gouvernance telle que souhaitée, il aurait été opportun justement que les parties prenantes puissent être informées, notamment la population, et ensuite que cela puisse être mis en branle. Et quand on fait le lien aussi avec le problème du charbon fin qui est posé, véritablement on se demande à quel jeu joue ce ministère-là pour ne pas jouer franc jeu dans sa façon de fonctionner. En conférence de presse ce 8 juillet, l'unité d'action syndicale a annoncé une marche dans les prochains jours en union avec la coalition contre la vie chère. Le CEFOP dit n'avoir pas été associé à cette organisation. Il se dit toutefois. Pas de changement de ligne de défense dans le procès du coup d'État manqué de septembre 2015. 5 avocats sont passés à la barre ce mardi. Tous, à l'image de leurs prédécesseurs, plaident pour l'acquittement de leurs clients ou la clémence du tribunal au moment du verdict. N'est-ce pas, Abdourazak Traoré? Il est considéré comme l'un des bras opérationnels du putsch manqué pour avoir fait partie du commando qui a procédé à l'interruption du Conseil des ministres du 16 septembre 2015. L'adjudant-chef Moussa Nebié Dirambo est celui qui a arrêté le président de la transition, Michel Kafando. 5 chefs d'accusation pèsent contre lui. Il s'agit de meurtre et coups et blessures volontaires et la complicité d'attentats à la sûreté de l'État qu'il a reconnu. Le parquet militaire a requis 25 ans d'emprisonnement ferme contre lui, mais son avocat, maître Solange Zeba, s'est voulu réaliste. Elle demande une réduction de peine de moitié et demande un sursis pour la peine que le tribunal viendrait à retenir contre son client.
Dans son mot de fin, Rambo estime qu'il est victime de son surnom et a terminé en demandant pardon à Michel Kafando, aux victimes et à toute la nation burkinabé. Le caporal Dassami, lui, a été dans l'escorte du général Gilbert Diendéré du début du putsch jusqu'à la fin. Pour son avocat, il n'a fait qu'exécuter des ordres de sa hiérarchie. Une hiérarchie qui n'a jamais ouvertement condamné ce coup de force. Elle se demande alors comment un caporal, dans ce contexte, pouvait-il refuser des ordres de cette hiérarchie. Maître Boussima demande l'acquittement pour son client accusé d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtres et coups et blessures, entre autres. Avant Maître Antoinette Boussima, c'est Maître Régis Bonkungu qui a plaidé pour l'accusé Bourema Zouré. Son avocat estime qu'aucune preuve matérielle n'a été produite par le ministère public. Il a donc demandé simplement et purement son acquittement. À la suite de Maître Régis Bonkungu, c'est Maître Mahamadi Savadogo qui a plaidé pour l'accusé Seydou Soulama. L'avocat appelle à l'indulgence du tribunal car son client écope déjà d'une peine dans le cadre du procès de Yimdi. À l'audience du jour, les plaidoiries ont été suspendues entre-temps pour opiner sur la demande de liberté provisoire formulée par l'accusé Youssouf Zougnoma. Sur la question, le tribunal compte apporter une réponse le 15 juillet prochain, mais en attendant, le procès va se poursuivre demain 10 juillet au tribunal militaire de Ouagadougou. La question du financement et de l'aide pour l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel est en discussion à Ouagadougou. Pour la 5e fois, les ministres des Affaires étrangères de la zone sont réunis autour de l'Union européenne. Luc Pagbelgem a assisté à l'ouverture de la rencontre ce matin. Voici son compte-rendu. Cette réunion est la 5e du genre entre la haute représentante de l'Union européenne et les ministres en charge des affaires étrangères du G5 Sahel. Au menu des échanges, l'exploration de nouvelles pistes pour innover dans l'utilisation de l'aide prenant en compte la mobilisation des ressources internes et externes et les modalités d'appui de l'Union européenne. Notre grand souhait, c'est que non seulement nous puissions donc faire face à la menace terroriste qui l'un des sujets pour lesquels nous nous réunissons, mais que nous arrivons donc à de bonnes récoltes. C'est ce qu'on se souhaite d'habitude au Sahel, qu'il y ait de bonnes récoltes cette année, parce que quand les gens ont à boire et à manger, après, on peut résoudre facilement le problème. Nous allons demander. 4 autres points étaient au menu des échanges, parmi lesquels figure en bonne place l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel, les mécanismes de réconciliation et de dialogue avec les leaders religieux, coutumiers et élus locaux pour la cohésion sociale. 5e réunion ministérielle entre l'Union européenne et le G5 Sahel. Je me souviens très bien la première. Et c'était pour moi un plaisir pendant ces 5 années de travailler ensemble avec certains groupes de mon mandat. La réunion ministérielle entre la haute représentante de l'Union européenne et les ministres en charge des affaires étrangères du G5 Sahel se veut annuelle et traduit la volonté des deux partenaires de renforcer leur niveau de coopération. Ce renfort de liens se justifie encore plus au regard de la situation sécuritaire, caractérisée par une multiplication des attaques des groupes armés, des violences perpétrées par des groupes d'autodéfense, des tensions communautaires grandissantes, d'où un appel du G5 Sahel et de l'Union européenne à une réaction déterminée et concertée des États concernés avec tous les acteurs afin de prévenir tout risque d'escalade, de déstabilisation. Et pour être complet sur le sujet, écoutons la haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'UE à l'issue de l'audience que lui a accordée cet après-midi. Le chef de l'État, Federica Mogherini, est devant la caméra de Rémi Lambert-Nébier.
Suite à cette rencontre de Bruxelles, il y a quelques mois, aujourd'hui, nous avons regardé tous les différents secteurs de notre coopération, du développement, de l'aide au développement à la sécurité, à la force conjointe, mais aussi au soutien au processus politique. Par exemple, je pense à la mise en œuvre du processus de paix au Mali et des autres efforts que les pays de la région sont en train de faire pour voir comment rendre plus efficace, plus incisif les actions que nous prenons ensemble. Il s'agit de surtout rétablir la confiance avec les populations qui subissent quotidiennement les conséquences du terrorisme, de la violence et aussi du repli des services de l'État sur le territoire. Nous avons discuté beaucoup aujourd'hui et nous avons pris des décisions, surtout sur la façon d'innover l'utilisation de l'aide pour être plus efficace, pour avoir plus de résultats concrets sur le terrain. Nous avons convenu que nous allons ensemble élaborer des cadres stratégiques intégrés, sécurité-développement, comme le ministre l'a dit, pour les zones les plus instables, basées sur une priorisation des besoins sur lesquels nous allons nous concentrer à apporter des résultats. Et bien sûr, encore une fois, nous comptons sur nos amis du G5 Sahel pour identifier les besoins et les zones prioritaires sur lesquelles cibler notre travail commun. Pour la sécurité et la force conjointe, nous avons convenu que nous allons dépasser la logique des livraisons et de la relation de bailleur à bénéficiaire pour baser notre partenariat sur un vrai esprit de réciprocité, des responsabilités, de partenariat politique, militaire, technique et financier, fondé sur un soutien plus direct. Et je veux souligner ça parce que le mot-clé probablement aujourd'hui a été celui de l'efficacité et de la concentration de nos efforts sur les objectifs à atteindre. Pour la réconciliation et le dialogue, nous avons convenu que l'Union européenne soutiendra toutes les initiatives qui vont être déployées en ce sens et qui permettront d'améliorer la cohésion économique et sociale à l'intérieur des pays et de la région. Nous avons évoqué aussi la nécessité d'un comportement exemplaire des forces de sécurité et de défense et la nécessité d'avoir des enquêtes pour chaque incident et de ne tolérer aucune impunité. L'Union européenne appuiera la force conjointe, y compris sa composante police, à la hauteur de 138 millions d'euros additionnels, en plus de ce qu'on est en train déjà de contribuer jusqu'à maintenant. Et puis, considérant que la lutte contre les exactions commises par les groupes d'autodéfense est une condition primordiale pour prévenir l'escalade de la violence, les deux parties ont convenu de la nécessité de procéder au démantèlement des milices dans le cadre d'un processus de réforme du secteur de sécurité et du programme de réduction de la violence communautaire. L'Internet haut débit est accessible à tous. Le gouvernement en a fait une priorité avec le projet Backbone national des télécommunications sur les chantiers de construction des équipements de transmission et du point d'échange Internet ce week-end dans la zone de Bobo-Dioulasso. La ministre en charge du développement de l'économie numérique. Le point avec Sotuo Justin Dabiri. Développer la connectivité nationale et internationale en large bande afin d'interconnecter les 45 provinces du Burkina par la fibre optique et mutualiser les autoroutes de communication électronique du Burkina. Ce sont entre autres les objectifs que le ministère en charge de l'économie numérique à travers le projet Backbone national de télécommunications s'est fixé. Après Ouagadougou, le département de Adja Ouattara Sanoum veut faire de Bobo-Dioulasso un point stratégique à travers la construction d'un site qui va abriter les équipements du projet. La ministre en charge du développement de l'économie numérique a procédé au lancement des travaux de construction du site du projet jugé important pour le Burkina Faso. Il est aussi important de pouvoir décentraliser, désenclaver toutes les régions de notre pays. Il s'agira en réalité de créer une sorte de port sec à Bobo-Dioulasso pour amener l'Internet en vrac et permettre donc aux entreprises qui sont établies ici d'avoir l'Internet moins cher et de pouvoir redistribuer. La pose de la fibre optique traverse des villes et villages et n'est pas sans conséquences sur les champs et les concessions des populations des zones traversées. À Toussiana, où la ministre en charge du développement de l'économie numérique a fait une halte, Adja Ouattara Sanoum a invité les populations à accompagner le gouvernement de la mise en œuvre du projet Backbone national de télécommunications.
Il y a des champs qui sont traversés, parfois même des concessions. Nous sommes en saison hivernale et il était important pour nous de nous assurer que nous avons l'accompagnement des populations riveraines et aussi des autorités locales. Il est prévu des comités communaux de suivi et nous avons donné les informations, la composition de ces comités, le fonctionnement et nous demandons donc l'accompagnement de cette partie de la région des Cascades pour que vraiment nous puissions dépasser et atteindre les hauts bassins. Après Toussiana, la délégation a mis le cap sur Banfora. Adja Ouattara Sanou et sa délégation ont pu constater les avancées des travaux qu'elle juge satisfaisantes. Je dois dire qu'il y a une satisfaction et l'objet de la visite, c'était de nous assurer que les travaux se font normalement. Nous sommes dans une zone où l'environnement est souvent, je dirais, il y a des rochers dans la zone donc, de Berega et nous voulons nous assurer que les techniques que nous allons déployer pour dynamiter la zone rocheuse, ça ne se fait pas sans désagrément. Il faut l'accompagnement des forces de l'ordre de la zone, des autorités de la zone. C'est de tout cela dont nous avons parlé. Nous demandons leur accompagnement. Le backbone national va relier les 45 provinces du Burkina Faso et les pays voisins. Il permettra un accès au câble sous-marin sur une distance de 7011 km. Ce projet national a un coût total de 129 milliards de francs CFA. Plus de soucis pour le stockage des produits agricoles à Garango dans le centre-est. La commune va bientôt bénéficier d'infrastructures dans ce sens et cela grâce au PCESA, le programme de croissance économique dans le secteur agricole. Les travaux de construction ont été lancés vendredi dernier. Alexis Belemlaba, Rémi Lambert-Nébier. 600 millions de francs CFA, c'est ce que vont coûter les travaux de construction des infrastructures issus de la 4e session du comité d'approbation des projets de la région du Centre-Est du programme de croissance économique dans le secteur agricole PCESA. Ces infrastructures sont composées de 4 magasins de stockage de maïs avec des lignes de nettoyage et d'un magasin de stockage de qualité d'une capacité de 500 tonnes chacun. La pose de la première pierre a eu lieu ce vendredi 5 juillet dans la commune de Garango, dans la région du Centre-Est. L'objectif de ce projet est de contribuer à une augmentation de la productivité, des valeurs ajoutées et des revenus agricoles en vue de l'amélioration de la croissance économique nationale et la réduction de la pauvreté. On sait que dans la région du Centre-Est, particulièrement au niveau de Garango, il y a une importante production de maïs. Et comme le ministère, dans le cadre du PNDS, veut lancer l'activité contractuelle, il veut que ces magasins soient rapidement disponibles avant la fin de 2019 pour permettre à ce que toutes ces communes-là puissent ravitailler les cantines scolaires, puissent ravitailler la SONAGES afin de permettre que les producteurs être courageux, qu'ils puissent savoir qu'une fois qu'ils produisent, on peut rapidement acheter leur production. Nous sommes dans une dynamique de booster l'économie au niveau du Burkina et d'aider l'agriculture à se structurer et faire en sorte que les producteurs puissent être rassurés et pouvoir vendre leur production et s'engager davantage pour que nous puissions produire pour la sécurité alimentaire au niveau de notre pays. La commune de Garango se réjouit de la construction de ces infrastructures qui permettront non seulement de stocker les productions agricoles, mais aussi de garantir l'amélioration de la qualité de la production réclamée sur le marché. C'est une très grande joie et une satisfaction pour nous. Comme je vous l'ai dit, les producteurs locaux ont besoin donc d'infrastructures. Ils veulent produire. D'abord, pour produire, il leur faut de l'équipement, des intrants, l'outillage agricole pour produire. Mais après la récolte, que faire? Il faut bien donc pouvoir stocker cette production en des lieux sûrs, les trier, pour répondre à la qualité, aux normes que le consommateur d'aujourd'hui réclame. Et ensuite donc pouvoir le mettre sur le circuit de la commercialisation pour leur permettre aussi d'avoir des revenus. Nous ne pourrons jamais avoir un décollage, un bon développement. Notre PNDS ne pourra jamais atteindre un objectif sérieux si la question paysanne n'est pas prise vraiment au sérieux. Les paysans, le monde agricole, ils font combien de pourcents de la population?
J'aime bien voir les gens revendiquer leur salaire. C'est bien. Mais nos paysans, qui revendiquent pour eux? Et je pense que grâce à la coopération du Danemark, penser justement à ces paysans, leur donner des outils pour produire et espérer, je pense que c'est une bonne chose qu'il faut saluer. La livraison de ces infrastructures est prévue dans 4 mois. Ce projet ambitionne donner une forte impulsion à l'activité économique dans la région du Centre-Est avec pour impact positif immédiat l'accroissement notable des filières agricoles. Passé l'euphorie suscitée par l'inscription des sites de métallurgie ancienne du fer au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Burkina Faso doit désormais faire face à un gros défi, celui de la conservation du bien. L'UNESCO a d'ailleurs fait des recommandations au pays qui a déjà un de ses biens inscrits au patrimoine mondial menacé, le parc W d'Arli, un bien naturel qui risque de périr pour cause d'insécurité. Roméo Kweta, explication. L'un des premiers critères d'inscription d'un bien au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est d'abord la valeur universelle exceptionnelle du bien. Le bien inscrit est d'office mis à la disposition de l'humanité pour les générations actuelles et futures. Ce qui pose dès lors la question de la conservation des sites classés patrimoine mondial. Dans le cas du Burkina Faso, notamment ce qui concerne les sites de métallurgie ancienne du fer, les défis sont énormes. Le pays compte désormais 3 biens à protéger. Lorsqu'on parle de gestion des sites, on voit immédiatement le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme au niveau local. On voit l'UNESCO au niveau mondial. Mais le premier gestionnaire du site, c'est la communauté. Puisque c'est cette communauté qui crée les biens, c'est cette communauté qui l'entretient et c'est cette communauté qui nous transmet ces biens. Donc pour l'inscription des sites de la métallurgie ancienne du fer, nous avons mis en place des comités locaux de gestion. Et ces comités locaux sont composés donc des populations riveraines, c'est-à-dire toutes les personnes qui côtoient les biens. On ne peut pas mettre bien entendu tout le monde, mais il y a les représentants. À cette 43e session du Comité du patrimoine culturel mondial, l'UNESCO a fait des recommandations au triple plan, international, africain et national. Au titre du Burkina Faso, il est question de revoir le mécanisme de financement du système de gestion. Vous savez que nous fonctionnons par le système de budget annuel et si on garde ce système-là, c'est difficile de financer les aspects de conservation et de restauration. Donc on nous demande de trouver un autre mécanisme. On nous demande aussi de trouver les occasions nécessaires pour former les cadres compétents pour gérer ces genres de biens. C'est vrai, le site est inscrit par l'action des archéologues et des historiens, mais il faut d'autres compétences comme les architectes, comme les gens du tourisme pour les aspects de mise en valeur. Le challenge est donc énorme pour le Burkina Faso qui doit faire un sursaut d'orgueil. Le parc W d'Arli Pendjari, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2017, est menacé par l'insécurité dans l'est du pays. C'est vrai que dès lors qu'on dit effectivement il y a des terroristes dans une zone, je crois que même au niveau national, les gens ont peur d'aller dans le site. Ça, c'est une réalité. Mais tous les 3 États sont conscients de la situation et ils ont pris des engagements pour une protection. C'est pour cela que nous pensons justement que d'ici là, le problème qui est posé bien sûr par les États pour dire que ça fait partie de la zone rouge, ça sera levé. Nous pensons bien. Selon l'expert en charge des sites naturels au département mondial de l'UNESCO, les 3 pays ayant en partage ce bien naturel, notamment le Bénin, le Niger et le Burkina Faso, ont déjà engagé des actions de protection de ce patrimoine qui renferme des espèces animales que l'on ne retrouve que dans cette partie du pays, dans toute l'Afrique de l'Ouest, à savoir les léopards et les guépards. Ce site renferme également le plus grand nombre d'éléphants dans la sous-région ouest africaine. La sauvegarde de ce site et au-delà, tous les biens classés patrimoine culturel mondial revêt donc un enjeu capital pour le Burkina Faso. Du nouveau dans le paysage musical burkinabé, le tout premier album de la chorale de l'université Saint-Thomas d'Aquin, un opus de 10 titres chantés en français et en moré, un mélange de chants d'adoration et de musique urbaine pour ratisser large et se faire adopter par les mélomanes. Arsène Konditambe.
Composé de plus de 200 membres, il a fallu une rude sélection à la chorale de l'USTA pour retenir une trentaine de choristes afin de travailler sur le premier album de cette chorale née en 2009. Plusieurs mois de collaboration et Akinat voit enfin le jour. Enregistré dans 3 studios différents, Akinat est un hommage rendu à Saint Thomas d'Aquin, saint patron de l'université d'où sont issus ses choristes. Akinat, qui signifie simplement l'hymne à Saint Thomas d'Aquin. L'hymne de Saint Thomas d'Aquin est un hommage que nous avons voulu rendre comme ça à notre saint patron. Nous sommes une chorale issue de l'université Saint Thomas d'Aquin. Il était tout à fait normal que pour un premier CD, un premier album, il était tout à fait normal qu'on fasse hommage en premier à Saint Thomas d'Aquin, qui est le saint patron de notre université essentiellement. Composé de 12 titres au départ, ce sont au final 10 titres qui vont figurer sur l'album Akinat. 2 titres ont été retirés pour des soucis de droit d'auteur. L'un était une reprise d'une chanson de Michael Jackson et Lionel Richie, et l'autre, une vieille chanson sud-africaine de la fin des années 1800. Chanté en maori, en français et en anglais, il est un mélange de styles musicaux. On y retrouve de la louange, de la trap musique et du warba. Avec la diversité en matière de styles musicaux présente dans ce CD, nous avons voulu toucher un maximum de personnes. Et nous avons surtout voulu faire la différence en disant que ce n'est pas parce qu'on est une chorale religieuse qu'on doit être essentiellement axé sur les chants de religion. Chanter l'amour, c'est chanter Dieu. Étudier et chanter, 2 activités complémentaires qui permettent aux étudiants de s'épanouir et de s'élever spirituellement. Nous sommes là effectivement pour les études, mais il y a des activités parascolaires qui nous font entrer en dedans de nous-mêmes et qui nous font grandir. Donc il ne suffit pas de venir à l'université que pour les études. Vous le constatez, nous sommes tous des étudiants de 5e année médecine, des étudiants en fin de cycle, mais qui ont décidé également de donner leur temps également à la musique. Et comme on l'a dit, c'est une chorale catholique, nous sommes là pour chanter pour Dieu. La chorale de l'université Saint Thomas d'Aquin est une formation musicale qui a déjà fait ses preuves par le passé. Elle a été lauréate du prix des chorales du monde estudiantin de Ouagadougou et du prix des chorales universitaires du Burkina. Même si elle paraît sombre, la nuit n'est jamais complète. L'espoir de jours meilleurs n'est jamais loin. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. À demain.